Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, apprendre à apprendre, c'est un sujet que j'aborde habituellement plutôt en formation d'enseignants. Mais là, l'organisateur du REC m'a dit c'est un événement familial, donc il faut que tu fasses quelque chose pour les parents. Alors, on va essayer de vous délivrer ce message sous une forme adaptée à la parentalité, puisque voilà, on sait bien que il y a des enfants qui ont du mal à apprendre et les parents sont parfois un petit peu démunis. Donc du coup, des différents... Bon, c'est un sujet vaste que je ne vais pas aborder dans toute sa complexité, mais je vais essayer d'aborder, enfin de vous distiller quelques résultats utiles sur deux plans finalement. Donc d'une part, comment mieux apprendre et par ailleurs, comment aider son enfant à se mettre au devoir. Parce que quelquefois, le goulot d'étranglement ou le problème, il ne se situe pas dans l'apprentissage lui-même, mais dans le fait de se mettre au travail, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu des deux. Donc, apprendre à apprendre, curieusement, c'est quelque chose qui est dans les programmes scolaires. Ça existe, voilà, depuis 2016, on a le nouveau socle commun, et dans ce nouveau socle commun, il y a alors je ne sais pas si on voit bon, peu importe, on ne voit pas ma souris. Il y a le domaine 2 qui s'appelle les méthodes et outils pour apprendre. Donc vous voyez, c'est quand même assez explicite et il est même explicité encore plus. Donc il s'agit de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre. Il faut enseigner les méthodes et outils pour apprendre de manière explicite, etc. Donc tout ça est bien spécifié dans les programmes, mais on a l'impression que dans beaucoup d'écoles, ça n'a pas encore fait son chemin jusqu'à la salle de classe. Et donc, ça fait partie des enjeux d'essayer de développer ces compétences déjà chez les enseignants pour qu'ensuite ils puissent les transmettre aux élèves. Mais il y a aussi besoin de les transmettre aux parents et aux enfants. Et donc, curieusement, c'est un sujet qui est relativement mal connu. Donc là, vous voyez, c'est des collègues américains qui ont testé leurs étudiants à l'université. Et ils ont sondé leurs étudiants de première année de psychologie pour savoir quelles méthodes ils utilisaient pour apprendre, pour réviser leurs cours en vue des examens. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les techniques qui étaient les plus utilisées par les étudiants, c'était celles qui avaient une efficacité très faible selon la recherche, et que les techniques qui avaient la meilleure efficacité selon la recherche, en fait, elles étaient assez peu utilisées. Donc c'est assez frappant que même des étudiants à l'université, autrement dit des individus qui ont réussi dans le système scolaire puisqu'ils sont arrivés jusqu'à l'université, malgré tout, ils ne connaissent pas les meilleures techniques pour apprendre. Donc ça montre qu'aux États-Unis, comme en France, il y a un véritable déficit d'enseignement de ces choses-là. Alors pour vous montrer un petit peu quelles étaient les techniques d'apprentissage qui étaient sondées dans cette étude. Bon, vous voyez, il y en a une dizaine ici. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous faire voter pour voir lesquelles vous considériez étaient les meilleures, mais là, je vous donne le résultat directement. Donc, les meilleures techniques d'apprentissage, c'est se tester et étaler les révisions dans le temps. Bon, éventuellement, alterner les contenus à réviser, élaborer sur les contenus d'apprentissage. Voilà, c'est important aussi. Alors et par contre, certaines des méthodes les plus utilisées, comme surligner les passages importants dans le cours et relire le cours 2 fois, 3 fois, s'il y en a 10 fois, ça fait partie des choses les moins efficaces. Et malheureusement, voilà, c'est les plus utilisées. Donc, sur quel type de résultats on se base pour dire ce genre de choses? Voilà une expérience qui a été faite en laboratoire. Donc, c'est un petit peu artificiel, on va dire. Là, la tâche qui a été donnée aux étudiants, c'est apprendre par cœur une liste de 50 mots, qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, donc il n'y a pas de sens dans cette démarche. Et puis, ils devaient être testés 48 heures plus tard. Et donc, les étudiants, on les a répartis de manière aléatoire dans 3 groupes qui ont 3 régimes d'apprentissage différents. Le premier groupe, il a lu la liste des 50 mots 8 fois. Le deuxième groupe, il a lu la liste des 50 mots 6 fois et il s'est testé 2 fois. Et le troisième groupe, il a fait 4 lectures et 4 tests. Alors quand je dis test ici, qu'est-ce que ça veut dire? Là, comme il s'agit d'un apprentissage par cœur de 50 mots, se tester sur cet apprentissage, ça veut dire simplement essayer de réciter le maximum de mots qu'on vient de lire. Réciter par oral ou par écrit, peu importe. Et donc, les résultats de cette expérience sont assez frappants, c'est-à-dire que ceux qui ont lu 8 fois, 48 heures plus tard, ils se souvenaient de 17% des mots. Ceux qui ont lu 6 fois et qui ont récité 2 fois, ils avaient retenu 25% des mots. Ceux qui avaient lu 4 fois et qui s'étaient testés 4 fois, ils avaient retenu 39% des mots.
Donc d'abord, on voit qu'il y a de l'oubli. C'est pas facile d'apprendre 50 mots par cœur, évidemment. Donc on n'en retient pas la majorité. Mais ce qui est important, c'est que les 3 groupes, ils avaient consacré le même temps à l'apprentissage. Mais ils l'avaient réparti différemment entre les activités de lecture et de test ou de récitation. Donc là, c'est un résultat parmi des centaines, hein, ça a été répliqué des centaines de fois, qui montre que relire, c'est pas très efficace, et ce qu'il y a de plus efficace, c'est de se tester. Autrement dit, et plus précisément, de faire l'effort de récupérer ce qu'on vient d'apprendre en mémoire. Et en fait, ce que montrent ces recherches, de manière très très convergente, c'est que à chaque fois que vous allez essayer de récupérer un souvenir en mémoire, eh bien vous consolidez le chemin qui conduit à ce souvenir. Et donc ça va renforcer la trace en mémoire de ce que vous venez d'apprendre. Et donc plus vous allez essayer de récupérer ce souvenir en mémoire, et plus il va se renforcer. Donc se tester, réciter, n'importe quelle démarche finalement qui vous oblige à aller solliciter ce souvenir en mémoire. Ça peut être aussi répondre à des questions qui sollicitent cette connaissance. Ça peut aussi être faire des activités qui sollicitent cette connaissance. À chaque fois que vous allez solliciter cette connaissance en mémoire, ça va renforcer la trace. Donc voilà, ça c'est un résultat très très simple. Bon là je vous le montre pour une tâche de laboratoire, 50 mots, c'est arbitraire, etc. Ça a été évidemment répliqué sur des apprentissages scolaires qui ont du sens. Ça a été répliqué sur tous les apprentissages possibles et imaginables, dans toutes les matières. Ça marche à tous les coups. C'est un des résultats les plus robustes qu'on a dans toute la science psychologique. Voilà. Et malgré tout, il reste quand même très méconnu. Bon, maintenant, il commence à se diffuser. Bon, il y a de plus en plus d'enseignants qui savent ça, etc. Mais ça reste encore trop confidentiel, finalement, et surtout trop méconnu des élèves. Parce que, d'abord, les enseignants, ils peuvent l'utiliser en classe pour organiser leurs activités pédagogiques, pour utiliser cet effet de récupération en mémoire. Mais évidemment, c'est une connaissance qui est très importante pour les élèves, parce qu'une bonne partie de la tâche d'apprentissage, elle est déléguée aux élèves dans ce qu'ils vont faire à la maison avec leurs devoirs. Et donc c'est important que les élèves aussi ils sachent comment apprendre et réviser une leçon et des connaissances et des compétences. Et donc ça, c'est de la connaissance qui est indispensable. Je vous montre un autre résultat utile, qui est de se dire, donc typiquement, on apprend avec une échéance en vue. Alors en théorie, on apprend pour toute la vie, etc. Mais bon, souvent, les élèves, plus concrètement, ils ont un objectif qui est à quelques semaines d'échéance, un contrôle, un examen, etc. Et donc, en vue de cet examen, forcément, le temps qu'on peut consacrer à l'apprentissage et aux révisions, il est toujours limité, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie, et il n'y a que 24 heures par jour. Et donc, la question, c'est, imaginons que je puisse consacrer 3 heures ou 10 heures à la révision sur telle matière, tel sujet. Comment est-ce que je les étale dans le temps? Est-ce qu'il vaut mieux tout réviser le soir même du cours? Est-ce qu'il vaut mieux tout réviser en bloc, bachoter la veille de l'examen? Est-ce qu'il vaut mieux faire autre chose, étaler ces révisions dans le temps? Donc c'est ce qu'on appelle les différentes options entre un apprentissage massé, où c'est tout groupé en une seule session, versus un apprentissage distribué ou espacé, où on va étaler les révisions dans le temps. Donc là, l'expérience, c'était dans un cours d'espagnol. Il y avait des mots espagnols à mémoriser, enfin mémoriser la traduction entre un mot anglais et un mot espagnol. Donc c'est aux États-Unis. Et donc du coup, là, l'apprentissage se faisait en 6 sessions avec un petit jeu de quiz où typiquement on vous montre le mot en anglais et vous devez écrire le mot en espagnol. Et donc là, pareil, on a réparti les étudiants de manière aléatoire dans 3 régimes d'apprentissage. Un où ils faisaient les 6 sessions de quiz les unes après les autres, donc espacées de quelques secondes. Un deuxième régime où les 6 sessions de quiz étaient séparées d'une journée, donc ça s'est étalé sur 6 jours, la session d'apprentissage. Et un troisième groupe qui ont fait une session d'apprentissage par mois. Donc là, l'apprentissage s'est étalé sur 6 mois. Mais malgré tout, le temps qu'ils ont consacré à l'apprentissage restait constant entre les 3 groupes. Il était juste étalé différemment. Et enfin, on leur a fait un examen final sur ces mots espagnols 30 jours après la dernière session d'apprentissage, pour voir un petit peu la rétention à long terme. Et donc, ce que ça montre, si vous regardez la ligne avec les points noirs qui est en haut, pour commencer, quand vous faites les 6 sessions de révision immédiatement à la suite les unes des autres, évidemment, la deuxième fois, vous êtes un peu meilleur que la première, la troisième un peu meilleure que la deuxième. Vous avez tout ça bien frais en mémoire. Donc, c'est facile d'atteindre une performance qui approche du maximum. Quand vous faites la deuxième session 24 heures après la première, évidemment, vous avez un petit peu oublié quelques mots. Donc, vous perdez un peu en performance.
Et puis au fur et à mesure que vous revenez, le lendemain et le surlendemain, etc., vous commencez à récupérer, donc ça c'est les carrés blancs au milieu, vous commencez à récupérer et vous atteignez aussi une bonne performance. Et puis si vous faites des sessions de révision tous les 30 jours, ben vous imaginez que 30 jours après la première session d'apprentissage, vous vous souvenez plus de grand-chose, vous êtes tombé à 20% de performance. Et puis quand vous revenez 30 jours encore plus tard, bon, ben, vous avez eu 2 sessions d'apprentissage, donc vous souvenez d'un peu plus de mots, et ainsi de suite, vous récupérez, mais on voit que ben, l'apprentissage est quand même beaucoup plus lent. Donc, étaler les révisions dans le temps, c'est un peu plus difficile en fait. On a une performance moindre et ça donne une sensation de difficulté plus importante. Mais quand on fait le test final 30 jours encore après la dernière session d'apprentissage, ben vous voyez, c'est ceux qui ont eu un apprentissage étalé sur 6 mois qui ont finalement la meilleure rétention, donc à long terme. Alors que ceux qui ont fait l'apprentissage massé tout en une fois dans la même journée, ben finalement, 30 jours après, ils ont oublié 30% des mots qu'ils avaient mémorisés. Donc, on voit que finalement, quel est le meilleur calendrier de révision? Ça dépend un petit peu de l'objectif qu'on a. Si on révise uniquement dans le but d'être performant au contrôle, bah, il vaut mieux réviser à mort dans les minutes qui précèdent le contrôle. C'est ça qui va être le plus efficace. Mais si on a des objectifs un petit peu plus à long terme et qu'on se dit bon, ben, je révise pas, enfin, je suis pas à l'école que pour apprendre pour le contrôle, mais peut-être que ces connaissances-là, ça va me servir plus tard dans mes études et dans ma vie. Et ben, dans ce cas, il vaut mieux étaler les révisions dans le temps et ça va garantir une rétention en mémoire bien plus à long terme. Donc voilà, il y a des résultats très fondamentaux là-dessus, ça aussi ça a été bien répliqué, qui mériteraient d'être transmis aux élèves. Donc, en gros, quels seraient les grands messages? Mais là aussi, enfin, je ne peux pas tout vous résumer en 20 minutes. Donc, qu'est-ce qui est important de transmettre? L'idée principale, c'est qu'il est important de se tester, de réciter, de faire toute tâche qui implique de récupérer les apprentissages en mémoire, plutôt que de simplement relire. Relire, c'est quelque chose de très passif, qui peut être très, très superficiel et ne pas du tout renforcer les traces en mémoire. Deuxièmement, si on vise un apprentissage à long terme, alors il faut espacer les séances de révision. Ça rend les phases d'apprentissage plus difficiles, mais ça paye plus sur le long terme. Bon, accessoirement, évidemment, en général, on n'a pas qu'une matière à réviser, on en a plusieurs. Et donc, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on les répartit les unes par rapport aux autres. Et donc là aussi, c'est un petit peu la même idée, qui est cohérent avec l'idée d'espacer. Plutôt que de faire, allez, une semaine, je fais toutes les révisions de maths, et puis la semaine prochaine, je ferai toutes les révisions de français. Non, il vaut mieux alterner, voilà, de manière à aussi, ça contribue aussi à espacer les apprentissages. Et puis, bon, d'autres stratégies efficaces, on pourrait en ajouter. C'est par exemple élaboration, donc reformuler, faire des liens, identifier les conclusions, les messages clés, faire la génération, trouver des exemples à partir du cours, etc. Donc tout ça, ce sont des activités qui aussi sollicitent la récupération en mémoire, mais qui sollicitent la récupération en mémoire d'abord d'une manière très active et aussi d'une manière qui oblige à se focaliser sur le sens. Parce que vous voyez, imaginez, on doit apprendre une leçon d'histoire géo. Si vous apprenez une leçon d'histoire géo en apprenant par cœur la suite des mots qui composent la leçon d'histoire géo, bah vous pouvez l'apprendre par cœur, mais sans avoir rien compris de ce qui est dit dans cette leçon. Et ça n'a strictement aucun sens et aucun intérêt pédagogique. Donc, ce que vous avez envie, c'est que vos enfants, ils apprennent pas les leçons d'histoire géo comme des poésies, mais qu'ils les apprennent, qu'ils en retiennent le sens, qu'ils retiennent les concepts, qu'ils retiennent l'enchaînement des événements et les causes de certains événements. Donc, ça veut dire que on peut utiliser ces méthodes de tester, de réciter, de récupération en mémoire, mais pas en les utilisant sur les mots, sur ce qui est écrit de manière littérale dans la leçon, mais en les utilisant sur les concepts. Ce qui est important, c'est de se tester et de réciter les idées principales. Donc d'abord essayer pour ça, il faut faire des activités génératives ou élaboratives, c'est-à-dire faire l'effort de se résumer la leçon avec ses propres mots, d'identifier quelles sont les conclusions et du coup quels sont les arguments qui y mènent, d'identifier les événements clés et quelles sont les causes de ces événements, etc. Donc faire un travail conceptuel d'identification des idées clés, d'identification des arguments, d'identification des enchaînements et faire le travail de mémorisation sur ces éléments conceptuels plutôt que sur les éléments superficiels de la leçon.
Et pour ce faire, eh bien, on peut utiliser une variété d'outils. Hein, donc des outils low-tech qui ne demandent aucun moyen. Bon, les plus simples, c'est les cartes double face. Si vous avez des choses comme les mots d'une langue étrangère à apprendre, ou même des définitions de concepts, ben voilà, vous mettez la question sur une face de la carte, vous mettez la réponse de l'autre côté, et puis vous pouvez vous faire des piles entières de cartes double face qui vous servent à vous tester régulièrement sur vos connaissances. Vous regardez la question, vous essayez de formuler la réponse, c'est très important, et ensuite seulement vous retournez la carte pour voir la réponse et vous contrôlez si vous aviez bon ou pas. Et en fonction, après il y a différents systèmes, en fonction de si votre réponse est bonne ou pas, ben vous allez la mettre dans un paquet ou dans l'autre pour la réviser plus fréquemment ou pas, etc., pour y revenir, pour corriger encore vos erreurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le système le plus simple, les cartes double face, et fabriquer des cartes double face et les utiliser, ça devrait être une compétence de base qui est enseignée dès le CP en fait. Hein. Voilà, mais après, voilà, les cartes double face, c'est bien pour les apprentissages du type question-réponse, mais après, voilà, il y a des choses plus substantielles. Donc, de manière générale, se tester en récitant, que ça soit par oral ou par écrit, et en se focalisant de préférence sur les concepts plutôt que sur les mots. Voilà, ça, c'est des bonnes méthodes à acquérir. Oui, là, je vous montre un exemple de carte double face qu'on peut facilement mettre en œuvre soi-même. Voilà. Après, si on a accès à un petit peu de technologie, alors là, évidemment, les possibilités deviennent infinies. Hein. Donc, vous trouverez sur Internet différentes plateformes qui vous proposent tout simplement de numériser les cartes double face. Donc ça peut se faire de manière artisanale dans un tableur où on a une colonne pour les réponses et les questions, et puis après on cache la colonne des réponses et on permute l'ordre des lignes, ou on peut même le programmer soi-même si on fait de la programmation, mais voilà, il y a des sites qui l'ont fait pour vous. Donc par exemple, un des sites les plus connus, c'est Quizlet, où on peut générer soi-même ces listes de questions-réponses, et après l'algorithme va vous les présenter, va vous tester, va vous dire quel score vous avez, est-ce que vous progressez, etc. Ça peut se faire aussi de manière collaborative avec les camarades. On peut partager des listes de questions et de réponses avec les camarades et se tester les uns les autres. Ça peut être utilisé par les enseignants pour des démarches d'apprentissage collaboratif où les élèves construisent ensemble les listes des concepts à apprendre, et puis après ils vont se faire des petites compètes pour voir lesquels progressent le plus dans les apprentissages. Enfin voilà, il y a plein de moyens super malins en fait qui existent pour mettre en œuvre finalement ces recommandations sur l'apprentissage. Je vous montre également quelques fiches qui ont été produites par des collègues, donc sur le site Learning Scientists, à destination des élèves, qui sont des petites fiches mémo pour retenir les principales méthodes d'apprentissage qui ont une efficacité prouvée. Et donc, vous voyez, ce collègue qui est à l'université de Picardie, il les a traduites en français, donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, je vous ai mis quelques images, mais vraiment, allez voir le site de ce collègue qui s'appelle Mathieu Incelin. Voilà, et je passe très rapidement au deuxième sujet de cette intervention, qui est comment faire les devoirs sans provoquer des drames. Donc on sait, voilà, certains enfants, ils ont du mal à démarrer, et donc le mécanisme clé là, c'est qu'en gros, si une fois qu'on a commencé à jouer, il va être très difficile d'arrêter pour faire les devoirs. Et donc si on commence par rentrer, goûter, et puis après se mettre à jouer, on va jouer au foot ou on se met sur les jeux vidéo, après faire les devoirs, c'est foutu. Hein, bon, ça vous le savez sans doute par expérience. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en place une routine différente dans laquelle on rentre, on goûte, et puis après tout de suite, on se met à faire les devoirs, et une fois qu'on a terminé les devoirs, alors là, on peut se récompenser en allant faire des jeux vidéo ou jouer au foot. Et donc la question, oui, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une telle routine ? Donc le scénario qui est à éviter, parce qu'on voit bien que ça marche pas, c'est de dire les choses une fois, de dire les choses 3 fois, etc. Et puis après de se mettre en colère. Et puis comme l'enfant n'obéit pas, on le punit. Et donc ça, d'abord c'est un scénario qui est pas très bon pour l'ambiance dans la famille, mais qui en plus est assez inefficace. C'est-à-dire que on peut crier sur les enfants tant qu'on veut, on peut les punir autant qu'on veut, ça ne va pas les aider à acquérir le bon comportement et à acquérir la bonne routine. Donc il faut trouver des méthodes alternatives. Et le truc clé, là, donc il y a tout un grand champ de recherche de méthodes comportementales qui visent à mieux gérer le comportement des enfants, comme des adultes d'ailleurs, et donc qui ont beaucoup de résultats. Les principaux résultats montrent que les punitions, ça marche pas. D'abord, elles ont beaucoup d'effets d'indésirables, c'est désagréable pour les enfants et pour tout le monde, mais elles sont peu efficaces, et surtout, elles n'enseignent pas les comportements à adopter.
Donc il faut au contraire, le problème c'est que voilà, il faut changer d'attention, il faut porter son attention plutôt sur le comportement qu'on souhaite obtenir et essayer d'enseigner à l'enfant le comportement qu'on souhaite obtenir et de l'entraîner éventuellement et ensuite de le récompenser. Donc plutôt que d'utiliser les punitions, de manière générale dans la parentalité, plutôt que les punitions, essayez d'utiliser plutôt les récompenses, de récompenser les comportements que vous souhaitez développer. Et l'idée, c'est que plus vous récompensez un comportement, plus sa fréquence va augmenter. Et du coup, à un moment, il va être complètement acquis et il va remplacer les autres comportements qui sont moins désirables. Et donc, l'idée, c'est, voilà, on récompense jusqu'à ce que ça soit automatisé. Donc, l'enfant, il faut instaurer cette routine. Je rentre, je goûte, je fais mes devoirs, et puis après, je serai récompensé par le fait de pouvoir jouer. Et évidemment, au début, le plus dur, c'est de gérer cette transition entre je goûte et je fais mes devoirs, plutôt que de passer par la case jeu. Et c'est là qu'au début, si l'enfant n'y arrive pas tout seul, il va falloir l'accompagner. Il va falloir commencer les devoirs avec lui, il va falloir le prendre par la main, allez, on commence ensemble, etc. Quand ça marche, quand l'enfant s'y met, bon, tout de suite, on peut commencer par le récompenser. Quand je dis récompenser, ça peut être juste un sourire, un bisou, un câlin, etc. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de sortir les choses coûteuses. Et puis voilà, une fois qu'on a accompagné l'enfant un certain nombre de fois, il commence à prendre l'habitude, et puis au bout d'un moment, il aura besoin de moins d'accompagnement, et puis moins il a besoin d'accompagnement, bon, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de l'accompagner, il suffit juste de lui rappeler, maintenant tu as goûté, maintenant tu fais tes devoirs, et puis au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de lui rappeler, il va le faire tout seul. Donc l'idée, c'est de jouer là-dessus pour automatiser le comportement. Voilà, et je vais terminer là en vous montrant quelques sources que je vous invite à consulter si ça vous intéresse de creuser. Donc, mets-toi ça dans la tête, c'est le bouquin dans lequel vous pourrez retrouver l'essentiel des recommandations pour le meilleur apprentissage, la meilleure mémorisation. Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école, c'est aussi un très bon livre, plus généralement sur les apprentissages. Et le livre à droite de Alan Kasdin, c'est le meilleur livre possible pour comprendre comment gérer les comportements difficiles des enfants ou comment les aider à changer de comportement. Actuellement, il n'est disponible qu'en anglais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera traduit en français d'ici la fin de l'année. Voilà. Et bon, j'ai aussi un blog dans lequel je récapitule un certain nombre de ces choses. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'ai aussi un MOOC de psychologie pour les enseignants, dont 2 des chapitres concerne ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le premier chapitre est sur la mémoire, le deuxième chapitre est sur le comportement. Alors voilà, ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai raconté aujourd'hui et c'est formulé à l'intention des enseignants pour les choses qu'ils ont à gérer en classe. Mais en même temps, les mécanismes fondamentaux, c'est les mêmes et il ne sera pas très compliqué pour vous de récupérer les principes de base qui vous intéressent et de les adapter au contexte de la parentalité. Voilà, je vous remercie et je peux prendre vos questions. Il n'y a pas de micro qui circule, alors allez-y. Pour la prochaine, les attentes, il faut avoir un processus. Je vais répéter. Pour l'apprentissage, mais dans la liste où vous mettiez du moins bon au milieu, le résumé, c'était au milieu, et justement, ce n'est pas un processus actif. Oui, voilà, le résumé, ça a un effet moyen, on va dire. Ça dépend un petit peu comment on le pratique. Mais oui, ça peut être quand même un procédé intéressant. Dans la mesure où ça oblige à essayer de capturer les concepts essentiels et à récupérer leur organisation, quoi. Donc oui, le résumé, ça fait partie quand même des procédés qui ont un certain intérêt. Et après, il faut essayer d'aller au-delà du résumé et de faire des activités encore plus génératives. Madame ? Donc pour moi, les neurosciences, j'en fais aussi. Je suis chercheur en psychologie et en neurosciences, donc je ne vais pas cracher sur les neurosciences. Mais dans le contexte de ce genre de sujet, les neurosciences, c'est un peu du papier cadeau brillant, on va dire. C'est-à-dire que ça sert à faire briller les yeux aux gens et à dire « Oh, regardez ce qu'on sait sur le cerveau, etc. » Mais en vérité, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que là, tout ce dont je vous ai parlé, ce qu'on sait vraiment qui est utile, c'est la recherche en psychologie qu'il a apporté. Tout ça, c'est des expériences de psychologie que je vous ai montrées. Après, les neurosciences sont très intéressantes pour nous dire « Ok, mais alors c'est où dans le cerveau que ça se passe, etc. » Mais pour vous, parents, comme pour les enseignants, savoir où ça se passe dans le cerveau, c'est pas ça qui vous dit ce qui marche, en fait. Ce qui vous dit ce qui marche, c'est les expériences que je vous ai montrées. Donc moi, je dis, voilà, ce qui est pertinent ici, c'est la psychologie, c'est pas les neurosciences. Même si les neurosciences, évidemment, c'est passionnant.